Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session du CX Summit 2023. Toujours objectif relation client 2025 et un des points qu'on voulait vraiment aborder aujourd'hui, c'est comment améliorer l'efficacité et la joignabilité au centre de contact. Et pour cela, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir deux de nos clients. Tout d'abord, Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. Donc moi je suis Sophie Wolf et je suis directrice de la relation entreprise pour le compte d'une entreprise nouvellement créée qui s'appelle Ecominero. Merci de nous dire un petit peu plus parce que Ecominero, justement, c'est une entreprise qui a une croissance exponentielle et qui débute en fait son activité. Et tu vas nous dire comment on peut, en fait, face à ce flux qui augmente de manière vraiment exponentielle, comment on ne va pas augmenter de manière similaire les ressources, mais au contraire, on va essayer d'avoir une croissance des ressources et des nombres d'agents qui va être plutôt stable, ou en croissance en tout cas plutôt ralentie. Tout à fait. Alors, deuxième chose, donc on a le plaisir d'accueillir la CCI de Paris, le GIE de la CCI de Paris, avec deux représentants. Alors justement, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter? Donc Laetitia Mignin, ravie d'être ici, vraiment, pour l'expérience et le savoir de partager. Responsable qualité et projet, et je travaille en binôme avec Arthur Chen, ici présent. Ouais, Arthur Chen, enchanté. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis responsable du système d'information de relations clients au sein de la direction de la relation client au sein du GIE, la CCI Paris Île-de-France. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par quelque chose de simple. C'est lorsqu'en fait on va créer une entreprise, en fait, je le disais, justement, on part de zéro. Et Ecominero, justement, est parti de zéro. Et vous avez fait un choix qui est assez intéressant. C'est tout simplement, vous avez choisi de ne pas prendre au départ un CRM, mais de concentrer vos efforts sur le centre de contact, c'est-à-dire répondre de manière rapide et opérationnelle aux clients. Alors, déjà peut-être représenter Ecominero pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et justement, pourquoi ce choix d'avoir commencé par le centre de contact et pas, par exemple, par un CRM? Alors tout d'abord, effectivement, Ecominero, nous sommes une entreprise, une jeune entreprise, et nous orchestrons la mise en place d'une boucle d'économie circulaire pour le compte du secteur du bâtiment. Pour ce faire, nous interagissons avec un certain nombre de parties prenantes, et pour celles qui nous intéressent aujourd'hui par rapport au parcours client, ce sont les metteurs en marché, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des produits à destination des chantiers de construction du bâtiment, mais également les repreneurs et les recycleurs qui reprennent effectivement ces fameux produits quand ils arrivent en fin de vie. Nous sommes une entreprise à but non lucratif et d'intérêt général, mais nous sommes quand même privés. Comme je vous le disais, nous sommes donc une jeune entreprise, voire une très jeune entreprise. Nous avons effectivement grandi à vitesse grand V, comme tu le faisais remarquer. Nous avons été créés en avril 2022. Une seule personne était là pour mettre en place Ecominero. 6 mois plus tard, quand moi je suis arrivée en septembre 2022, nous étions déjà 7. Et là, 1 an plus tard, nous sommes 37. Ce n'est pas fini, nous allons encore nous développer. Donc autant vous dire qu'il fallait se structurer vite, il faut toujours se structurer vite, et ne serait-ce qu'en prenant l'exemple de la direction relations entreprises. Nous étions pendant longtemps 2 pour mettre en place tout le parcours client. Je ne parle pas des S qui, bien entendu, étaient également présentes, mais 2 en tout cas côté relations entreprises. Nous sommes désormais 8, bientôt 10, et sans compter nos téléconseillers de notre hotline qui nous ont rejoints il y a peu. Donc pour répondre effectivement à ta question, pourquoi plutôt une solution de logiciel tel que Eloquent qu'un CRM, je répondrai dans un premier temps, c'est que au début c'était un petit peu le néant, si je peux paraphraser un célèbre texte biblique, puisqu'effectivement pour gérer l'ensemble des demandes qui arrivaient, puisqu'il y en avait beaucoup, même si on était au début de notre activité, nous n'avions que nos portables, un téléphone portable, nous avions nos mails, nous avions un fichier Excel, donc c'était très artisanal. Je dis nous parce que nous étions 2, Stéphanie, que je salue, qui je pense doit nous écouter, et pour gérer l'ensemble des demandes entrantes, sachant que nous étions dans un challenge, il fallait en très peu de temps faire adhérer plus de 1500 clients, donc autant vous dire que c'était effectivement
un gros challenge, je me répète, puisque nous avions un certain nombre de demandes. Et puis une pression, il y avait un délai pour la mise en place. Donc non seulement il y a plein de clients, mais il y a une deadline qu'il faut absolument respecter. Tout à fait. Donc, autant vous dire, on s'est retrouvé face à un tsunami. Il fallait qu'on trouve une solution rapide, sinon, l'activité de l'entreprise pouvait en pâtir. Mettre en place un CRM, oui, c'est une bonne idée, mais pas dans la situation temporelle dans laquelle nous étions. Puisqu'effectivement, nos process, déjà notre organisation n'était absolument pas stabilisée, nos process non plus finalisés, donc ça aurait été sincèrement suicidaire si on s'était lancé dans cette aventure-là. Il fallait donc trouver une solution rapide pour pouvoir nous aider. Donc on a étudié le marché et nous sommes tombés sur Eloquent et on s'est dit, voilà, ça sera la solution adéquate, et cela pour 2 raisons. La première évidente, c'est que c'était effectivement facile à plugger sur nos process du moment et nos systèmes. Et deuxième raison, qui était pour nous la cerise sur le gâteau, on ne cherchait pas ça à l'origine, mais ça nous a fait tilt, c'était de pouvoir mesurer en continu la satisfaction de nos clients, puisque effectivement, on a un motto chez Ecominero, même si on est tout jeune, en tout cas nous avons des convictions, un client satisfait est un client fidèle. Tu aurais pu me poser la question également, pourquoi ne pas s'être orienté tout de suite sur un centre de relations clients, c'était effectivement aussi une solution envisageable, exactement pour la même raison que celle du CRM, faute de temps. On ne choisit pas son centre de relations clients comme ça, en claquant d'un doigt. Ça nécessite de rédiger une expression de besoin, de faire un appel d'offres et effectivement de le gérer, puisque un CRC, c'est vraiment aussi un partenaire. Et donc, on voulait se donner le temps. Et donc, on s'est dit, on va mener ça en parallèle, mais d'ores et déjà, on va mettre en place notre solution pour gérer nos demandes. Donc, nous avons fait notre kick-off en février avec Eloquent. En avril, on a fait la fête dans les bureaux puisqu'on a pu gérer nos premiers appels. Et sincèrement, ça nous a vraiment soulagés. Et en juillet, nous avons pu déjà mesurer notre première satisfaction client. Et donc, sincèrement, on était ravis. Oui, parce que c'est vrai que tu nous avais dit qu'au début, vous étiez avec vos mobiles. Et je crois que c'était la messagerie, ton téléphone portable. Et c'était 50 ou 60 appels par jour que tu recevais directement. Et donc, forcément, au bout d'un moment, on ne peut plus gérer de manière artisanale, quoi. Sincèrement, et je m'excuse si certains de nos clients nous écoutent, certains que je n'ai jamais pu rappeler, puisqu'effectivement, c'était artisanal. Et la petite anecdote, c'est que j'ai fait une erreur de débutante. Pourtant, je suis plus si jeune que ça, mais quand on faisait des mailings de masse pour expliquer, pour inviter nos potentiels clients à écouter nos webinaires pour qu'ils puissent comprendre comment faire, comment procéder pour adhérer, j'ai mis mon téléphone portable dans la signature de mail, alors que j'aurais dû choisir un numéro éphémère. Mais voilà, sincèrement, on en sourit maintenant, mais ça a été des périodes difficiles, mais sincèrement très formatrices, et on en garde un très bon souvenir. Ouais, ça permet d'avoir une équipe soudée. Alors justement, on en a parlé tout à l'heure, donc Ecominero, une croissance exponentielle, et pourtant, on voit bien, même en interne et avec le prestataire que vous utilisez, d'ailleurs vous êtes passé par 2 prestataires jusqu'à présent, il y a en fait cette volonté de se dire, OK, on va essayer de dématérialiser, on va essayer d'automatiser les process sans nuire à la qualité. Alors comment vous avez fait ? Parce que quand tout de suite on passe de 0 à une solution de centre de contact et ensuite une croissance comme ça du nombre de clients, quelles sont vos petites recettes magiques ? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit des recettes magiques. Je crois qu'il faut être juste pragmatique et rationnel. Et donc, nous avons agi sur 3 leviers et je pense qu'on peut tous le faire. Le premier levier se situe au niveau de nos clients, puisqu'effectivement, nous avons fait en sorte de les faire monter en connaissance le plus vite possible. Et pour ce faire, nous avons développé un kit serviciel dans lequel ils peuvent trouver des guides, des notes. On a également développé des motion design et proposer un certain nombre de webinaires pour qu'ils puissent être le plus autonomes possible et éviter effectivement d'appeler nos services ou notre centre de relations clients, donc pour désengorger les files d'attente. Ouais, le meilleur appel au service client, c'est celui qui n'est pas effectué. Tout
à fait. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, on l'a très vite mis en place et on en a vu effectivement les fruits. Le deuxième levier se situe au niveau de la hotline, puisque nous avons fait en sorte effectivement de faire monter en compétence le plus vite possible nos téléconseillers pour qu'effectivement ils puissent prendre en charge le plus de demandes. Ça nous évite de les escalader après auprès de nos experts. Ça permet de diminuer effectivement le nombre, la file d'attente et d'améliorer la QS, donc la qualité de service. Et notre objectif, c'est que notre hotline, un centre de relations clients, puisse être considéré comme une extension naturelle d'Ecominero, tant leur professionnalisme sera reconnu, puisque je crois que nous tous, en tant que même utilisateurs dans nos vies privées de centres de relations de contact, rien de pire que de savoir qu'on est géré par un script psychorigide et autres. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus naturel possible et que nos clients aient l'impression d'être au sein des équipes d'experts d'Ecominero. Ouais. J'ai pas fini. Le troisième levier se situe au niveau de l'organisation interne d'Ecominero, puisque notre motto, c'est le 100% dématérialisation et le 100% mesure. Pour y arriver, effectivement, tout notre parcours client se fait en ligne. De l'adhésion en passant par la déclaration, la facturation, même les paiements. On prône le zéro papier, ce qui fait écho à notre raison d'être, puisque je crois que je ne l'ai pas précisé, même si je parle beaucoup, nous sommes une entreprise à mission natif, ce qui, je trouve, un gage de qualité pour toutes nos parties prenantes. Nous étudions à l'heure actuelle une solution de GED, aussi de gestion électronique documentaire. Et également, en tant que jeune entreprise dans une situation concurrentielle, on attache beaucoup d'importance, comme je vous le précisais, à écouter effectivement la voix du client pour mettre en place un processus d'amélioration continue. Donc ça passe par la solution effectivement éloquente. Dès lors que nous avons une interaction voix avec un client, nous lui envoyons une enquête. Dès lors que nous clôturons une demande mail, donc s'il y a eu 10 échanges, on n'envoie bien entendu pas 10 enquêtes parce qu'on ne voudrait pas saturer nos clients. En tout cas, on leur envoie une enquête et si nous avons toute note qui sera inférieure ou égale à 6, nous rappelons le client pour écouter effectivement ce qu'il a à nous dire. On met en place également un club utilisateur, ce qui est aussi important de vive voix pour écouter la voix de nos clients. Et bien entendu, toutes les remontées du terrain via nos équipes qui sont en relation quotidienne avec nos parties prenantes, nous les analysons. On a un constat, dès lors qu'il y a une insatisfaction, c'est qu'il y a quelque chose que nous avons mal fait. Et donc, on tient à trouver une solution pour que cette insatisfaction ne revienne pas. Voilà. Ouais. Donc vous faites aussi des webinaires et vous faites également l'utilisation de l'analyse sémantique pour rechercher des informations. Ça vous aide encore à aller justement chasser ces interactions qui ne sont pas fluides, en fait, le parcours client qui n'est pas 100% fluide, c'est ça? Tout à fait. Ça nous permet d'identifier les petits cailloux que nos clients auraient dans leurs chaussures et donc on étudie ces verbatims, ça nous aide beaucoup. C'est le début, ça c'est quelque chose qu'on vient de mettre en place et qu'on est en train d'apprivoiser, mais c'est très puissant comme outil, effectivement. D'accord. Alors, on a vu aussi que là, il y avait des outils, il y avait de l'amélioration continue, de la communication régulière. Vous travaillez aussi en particulier avec, en main, je veux dire même main dans la main, avec le centre de contact externalisé. Vous travaillez vraiment sur cet aspect compétences, gestion des compétences. Et on le verra tout à l'heure aussi avec Arthur et Laetitia. C'est quelque chose d'important pour vous. Alors, comment vous avez travaillé justement et quel a été le process pour travailler avec ces deux prestataires de centre de contact? Pourquoi être passé de l'un à l'autre? Qu'est-ce que ça a apporté? L'aspect de la proximité aussi, on en a parlé dans l'entretien. Alors, dites-nous un petit peu plus sur cette gestion de l'humain.
Effectivement, pour améliorer, il est important d'améliorer la productivité tout en gardant sa qualité. Et pour nous, le succès, effectivement, c'est le choix de son centre de relations clients. Et donc, le nôtre, nous en sommes ravis. Il est agile, il est efficace. Il est basé à Paris, ce qui est quand même pas toujours fréquent, sans pour autant pratiquer des prix drastiques. Je fais un peu de com, je ne citerai pas le nom, mais... On pourra laisser en commentaire, si on veut connaître le nom du prestataire, laisser un petit message. Mais en tout cas, la situation, j'y reviendrai, est importante. Les téléconseillers ont la possibilité de travailler en télétravail. Et moi, quelque chose qui m'a marqué et qui est important du coup de souligner, c'est que nous avons aucun turnover depuis que nous travaillons ensemble. Alors, on sait, quand on travaille avec des centres de relations clients, le turnover est quand même un frein au succès parce qu'il faut repartir à zéro, il faut reformer. Et quand on est sur des thématiques complexes comme la nôtre, ce n'est pas évident. Donc moi, et sachant qu'en plus, la mission d'un téléconseiller n'est pas une mission facile, il faut leur faciliter la vie. Donc moi, j'en déduis que tous ceux qui travaillent avec notre centre de relations clients sont des collaborateurs heureux. Et donc ça c'est chouette. Quand on a choisi, donc pour nous, donc je vous l'ai dit, on a pris un certain temps pour choisir notre CRC. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide, mais voilà, on cherchait un vrai partenaire. Quand on l'a trouvé, on a pu aisément, parce que ça c'était aussi un facteur important pour nous, plugger la solution éloquente et de façon concertée, en bonne intelligence, on monitore notre activité. On peut donc en simultané surveiller les temps d'appel, les temps connectés. On a pu voir évoluer de façon concertée les DMC qui sont passés de 27 minutes à moins de 7 minutes. Ouais. Et les QNS ont très vite flirté avec les 99%. Donc, sincèrement, on est ravis et c'est un succès collectif, vraiment. Et comment on a effectivement pu faire arriver à des chiffres assez rapidement, c'est qu'on a agi sur plusieurs leviers. J'ai déjà précisé, la formation des téléconseillers est hyper importante, donc il faut bien communiquer avec le CRC et monter les formations ad hoc. Et donc, on voit que certains CRC sont vraiment leur métier que de former leurs collaborateurs. Nous avons mis en place un certain nombre d'instances, dont des comités de pilotage pour faire des écoutes à chaud, ce qui nous permet de réorienter les EDL, les éléments de langage, de retravailler notre Q&A pour être vraiment straight to the point. Et autre chose que tu pointais également, la proximité. Ouais. Moi, je reste persuadée que la proximité avec son CRC est importante. En tout cas, dans le cas de petites structures comme la nôtre, il faut vraiment créer ce lien avec les collaborateurs du CRC qui puissent en fait humaniser l'entreprise pour laquelle ils travaillent, d'autant plus quand les sujets sont un petit peu pointus, techniques comme voilà. Donc voilà, on arrive à les rencontrer régulièrement. Mes équipes se rendent sur place. On va organiser également, je pense que c'est important, des visites chez nous, voilà, pour vraiment créer ce lien partenarial. Voilà. Donc je ne pense pas que nous ayons inventé quoi que ce soit. C'est du pragmatisme, c'est du rationnel et c'est beaucoup d'humain. L'humain est important dans nos relations. D'accord. Alors juste pour finir, donc l'organisation, c'est bien niveau 1 avec ce centre de contact externalisé, avec un prestataire parisien, et le niveau 2 chez vous pour les questions beaucoup plus évoluées. Et votre but, c'est vraiment d'essayer de faire monter en compétence ce niveau 1 pour laisser en fait le niveau 2 qui est chez vous et quelques conseillers vraiment sur les phases d'expertise. C'est ça qui permet de gagner l'efficacité. Tout à fait. Et on a déjà vu diminuer l'escalade de ces questions 1 à niveau 2 de façon assez significative. Là, je faisais encore un point, ne serait-ce que hier. Je crois qu'en niveau 2, nous avons à peine une vingtaine de questions. Donc, oui, c'est un vrai succès, sincèrement. Merci pour ce beau témoignage, Sophie. Alors maintenant, on va passer à Laetitia et Arthur. Là, on est dans une situation différente. Vous étiez en création from scratch à un centre de contact. Là, la CCI de Paris, c'est un peu différent. Vous êtes quand même une entreprise, un groupement d'intérêt économique qui est établi. Il y a combien de conseillers déjà ? Je ne sais plus.
Les conseillers On est à une 40 quarantaine. Une ouais. quarantaine. Oui. donc il y a quand même un peu plus de monde, c'est plus structuré, c'est plus compliqué, il y a plus de demandes. Mhm. Là, en fait, on était vraiment dans une structuration d'activité et je pense que vous aviez des problématiques qui étaient un petit peu différentes. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous avez fait justement à la CCI de Paris pour améliorer cette efficacité? On a parlé de 3 points dans notre préparation. On a parlé de l'importance de gérer par exemple le callback. Il y a la gestion des équipes, le workforce management également. Alors, dites-nous un petit peu quels ont été les points clés qui permettent d'améliorer un centre de contact qui est existant. Là, on n'est pas from scratch, mais Non, on est sur une situation, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Et il y a quand même un petit historique à prendre en compte. C'est vrai qu'à la sortie Covid, on avait une vague d'appels monstrueuse à 1000 appels par jour qu'on n'arrivait absolument pas à absorber, et une QS qui était vraiment en péril à 50%, je crois, il y a 2 ans. Ah oui. Donc ça faisait vraiment très très mal. Et donc l'idée, c'était de se dire quels sont les leviers rapides à mettre en place, sans moyens supplémentaires, et techniquement, quelles solutions pouvaient nous aider à absorber ce flux qui commençait à faire souffrir les équipes, à rendre les clients très satisfaits et forcément augmenter le taux de réitération d'appels. Et donc, avec Arthur, on a travaillé avec l'équipe sur des solutions que le camp propose, dont le callback. Ouais. Et on a choisi de partager avec vous quelques cas d'usage très concrets. Il y a des choses qui ont marché. Il y a d'autres choses qui n'ont pas marché. Il faut aussi partager les échecs parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'améliore, il faut le dire. Hein. C'est pas parce que la CCI est une grande dame, on va dire ça comme ça pour pas dire une vieille dame, qu'on n'a pas le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Et le callback, c'était une bonne expérience d'ailleurs qu'on n'a pas fini de mener. Tu veux peut-être parler des cas d'usage qu'on a testés? On a mis en place le callback sur les appels qui étaient dissuadés, donc tous les clients qui étaient dissuadés au niveau de qui n'avaient pas à nous joindre, on leur proposait d'être rappelés. Donc ça a bien fonctionné parce que c'était un petit flux, parce qu'on savait qu'on avait plus d'abandonnés, donc des personnes qui abandonnent dans la file d'attente, donc qui n'étaient pas dissuadées. Donc on a mené l'expérience sur les dissuadés, ça a bien fonctionné, et là on a ouvert les vannes sur les abandonnés, et c'est là où c'était un peu plus compliqué, parce qu'on a eu un gros taux de tickets de rappel en fait, à devoir gérer, parce que les personnes demandaient à être rappelées. Et là on arrivait sur la même logique on a un goulot d'étranglement sur les appels de clients qu'on doit rappeler. Et là c'était très difficile d'un point de vue organisationnel, et même d'un point de vue satisfaction client, parce que si on ne rappelle pas la personne dans la journée, c'est pas un bon engagement, parce qu'on leur promettait justement de les rappeler dans la journée. Ce qui est très difficile en fait sur le callback, c'est qu'il faut réussir à trouver le bon équilibre entre le moment où le client nous rappelle et le respect de la promesse. Et là, on n'était plus dedans. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on revoie un peu notre copie. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un centre de relations clients, c'est un peu l'alignement des planètes. C'est un client qui a un besoin à un instant T, on est là pour répondre. Et notre job, c'est ça, c'est d'être disponible au moment où il en a besoin. Et là, on n'y était pas. Donc, ce qui était difficile, c'est que quand on rappelle le client, lui n'était pas forcément disponible, donc on devait réitérer un appel supplémentaire pour essayer de le joindre. Et des fois, on arrivait à 2-3 appels sans arriver à le joindre. Et c'est des messages évidemment sur le répondeur pour lui dire on essaie de vous contacter, mais on n'a pas pu répondre à son besoin. Ouais, c'est ça le problème souvent, c'est que le callback, c'est très bien quand la personne est disponible, si elle est dans les transports, si elle a un rendez-vous, si elle est à une réunion, ça fait de réitération d'appels pour le client. C'est pour ça que sur cette petite file d'attente, c'était plus simple, mais sur ce gros volume, c'était un petit peu compliqué. Donc ça, c'était les 2 premières tentatives. Et là, donc encore une fois, c'est très frais cette expérimentation. Nous, on expérimente beaucoup, on teste et on apprend. Et là, on essaye de le faire plus sur des touches un peu chirurgicales. On identifie les pics d'appel, on identifie les goulots d'étranglement, et là, on le positionne, un peu comme un petit capteur. Ça nous permet de gagner en QS et ça nous permet aussi de rappeler les personnes dans des conditions un peu plus acceptables, sans créer un report d'un flux froid ailleurs. Et ça, c'est quand même plus confortable aussi pour nos conseillers. Ouais, vous avez dit aussi que dans l'organisation de ce callback, il faut faire attention entre ça soit du picking justement des agents et quelque chose qui est automatisé. Là, quel a été votre choix et votre retour d'expérience? On a fait d'abord du picking. C'est l'agent qui allait choisir lui-même les tickets de rappel à effectuer, et on se rendait compte que dans le quotidien, les personnes des fois oubliaient d'aller récupérer les tickets d'appel. Donc on a mis en place le côté automatique, et après sur le côté automatique, on a eu la même problématique, c'est-à-dire qu'ils allaient polluer de tickets de rappel et ils n'avaient plus traité forcément les appels qui se présentaient. Voilà. Donc voilà, c'est toujours une question d'équilibre, parce que c'est d'alignement des planètes où là, il faut bien se coordonner, parce qu'après, c'est l'organisation en interne, mais les superviseurs, par exemple, ne gèrent pas tout ce qui est paramétrage de la campagne. C'est les administrateurs qui le font. Donc il faut une bonne communication entre les deux et qu'on soit très réactif justement pour aligner les priorités, le déclenchement des rappels, etc.
Justement, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui le gérez? Est-ce que vous concertez, tiens, voilà, c'est tel jour? Comment vous gérez cette décision-là? Parce que c'est pas forcément évident. Les flux d'appels peuvent forcément évoluer. Le lundi, on sait très bien qu'il y a toujours un petit pic. Il y a des périodes plus calmes. Comment vous le décidez, en fait? Tiens, je lance le callback sur telle chaîne, telle campagne, etc., etc. On parlait de communication et on a une instance chez nous qui nous permet un peu de piloter l'activité et c'est là qu'on prend des décisions. En fait, on regarde ensemble notre board et on se dit, bon, là, on sent le goulot d'étranglement, va falloir faire quelque chose et on décide collectivement de mettre en place le dispositif en validant avec les managers de production que c'est smart, qu'on est en train de se fixer un objectif qui est atteignable et qu'on va pouvoir absorber ce flux froid qu'on est en train de générer nous-mêmes. Donc c'est toujours des solutions qu'on essaye de faire en consultation collective. Ouais, il faut que ça soit accepté, pas subi, parce qu'autrement, après, ils vont dire, voilà, moi, je suis objectivé sur un temps de traitement, sur une QoS. Exactement. Et là, tac, si je ne l'atteins pas, ça, QoS, qualité of service. C'est ça. Alors, ça, c'était le premier point, le callback, un retour d'expérience avec un usage qu'on voit qui est devenu vraiment mature chez vous. Le deuxième chose, en fait, c'est que vous avez mis en place du workforce management, donc la gestion des équipes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est le workforce management et à quoi ça vous a servi et d'où vous êtes parti, parce que vous êtes parti du fichier Excel de base. Oui, on est parti d'un fichier Excel, d'un planning sur Excel. Tu fais partie d'un planning sur Excel, toi aussi. Ça part toujours d'Excel. Ça part toujours d'Excel, c'est le point de départ. Donc le workforce management, c'est un outil de planification, c'est aussi un outil d'aide à la décision qui permet de mettre en face des volumes et des ressources et d'identifier les points de friction, là où on arrive à absorber, là où on n'arrive pas. Voilà. Et c'est un outil qu'on a décidé d'implémenter rapidement parce que dans les métiers de centre de contact, on le sait tous, on subit plus que souvent, on a l'impression de subir les flux. Et là, l'idée, c'était de reprendre la main, de maîtriser le flux et d'anticiper. Et c'est vraiment ce qu'on attendait de l'outil de Workforce Management. Il y a eu aussi des échecs sur le projet, il faut le dire, encore une fois. Mais encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. Et je trouve qu'on s'améliore là encore. Tu veux peut-être en parler un peu, Arthur, de effectivement. l'implémentation. L'outil de Workforce Management, ce qui est bien, c'est qu'il est interfacé avec Eloquent. Donc, on récupère toute la partie téléphonie pour pouvoir faire la prévision des flux en se basant sur des semaines types. Ça permet justement de planifier les personnes et aussi de gérer les congés. Parce que quand on gère 40 collaborateurs, il faut aussi pouvoir gérer les congés, savoir qui est là, avec les absences aussi imprévues. Et après, on gère non seulement les appels, mais aussi des canaux froids. Donc on a aussi ça, et ce qui est pratique avec l'outil Workforce Management, c'est qu'on peut vraiment planifier des tâches sur une personne en disant là tu vas être en production d'appels, là tu vas traiter du flux froid. Donc c'est très pratique. Et effectivement après sur la partie projet, on a pris un faux démarrage, on va dire, sur des options qu'on a définies, et c'est important de bien définir finalement ce qu'on veut voir, notamment la granularité de la tâche. Parce qu'on doit dire la tâche elle dure tant de temps, et si on met des tâches trop longues ou trop petites, finalement ce que l'outil va afficher, c'est pas exploitable par un humain. Et ça ne permet pas de prévoir justement et de planifier les différentes tâches. Et après, c'est derrière une tâche, qu'est-ce qu'on met derrière. Nous, on a pris une première approche au début qui était une tâche finalement par campagne, par compétence. Et en fait, ça a été... ça n'a pas pris. Non, ça n'a pas pris. C'était difficilement interprétable. Et c'est pas ce qu'on attendait finalement de... Et au lieu d'avoir un outil d'aide à la décision, c'était plus en train de nous troubler qu'autre chose. Donc on a changé d'approche. Et cette nouvelle approche fonctionne plutôt bien. Oui, on a pris par canal, et ça, effectivement, ça fonctionne plutôt bien. Donc des gens qui traitent plutôt du mail, qui font de la formation, qui font du téléphone, etc. etc. Exactement, canal entrant, canal sortant, effectivement. D'accord. Alors, je crois aussi que la granularité est importante, puisque voilà, vous nous avez raconté une petite anecdote. Oui, en fait, on a tous les matins on fait un briefing avec les conseillers qui dure 10 minutes. Et donc, si on voulait parce que l'outil permet aussi d'afficher des plannings pour les conseillers, donc qu'ils puissent avoir leur emploi du temps, et on voulait intégrer le briefing. Et en fait, pour ça, vu que la tâche durait 10 minutes, on a dû mettre une granularité d'affichage à 10 minutes, ce qui faisait qu'on voyait toutes les tâches à 10 minutes, et ça, c'était juste illisible. Un bel arc-en-ciel, mais c'était inexploitable au possible. Donc là, on a changé la granularité à 30 minutes, et c'est beaucoup plus exploitable par rapport justement à l'activité.
Donc ne pas prendre le plus petit qui était finalement peu fréquent et prendre le standard qui est plutôt d'une trentaine de minutes. Absolument, et puis surtout sur une tâche où on sait que, là ce qui est important de voir, c'est ce que je disais déjà, c'est que c'est un outil d'aide à la décision, donc ça va servir au superviseur pour pouvoir dire voilà, est-ce que tu peux prendre tes congés, est-ce que j'ai assez de personnes pour pouvoir gérer cette semaine ou pas, et après pour les conseillers, parce qu'il y a un module aussi pour qu'ils puissent voir le planning, ils savent pertinemment qu'ils ont le briefing le matin et c'est pas affiché dessus, c'est pas grave. Par contre, ils voient les tâches qu'ils vont devoir faire au niveau de la journée. Et c'est ça qui est important. Alors par contre, vous avez dit qu'il y avait quand même un travail d'évangélisation, parce que on passe certes d'Excel à un logiciel, mais c'est pas si simple que ça en fait. Oui, c'était pas si simple que ça. C'est vrai qu'on est très souvent peut-être assuré par Excel, c'est un peu notre doudou, on le gère. On peut faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec. Et en fait, quand on a présenté le projet au manager, c'était un petit peu compliqué. Ils l'ont vu comme une charge administrative supplémentaire. Effectivement, au lancement, faut vraiment accompagner le lancement parce que l'outil part de zéro, il faut renseigner les utilisateurs, leur planning, ça prend du temps. Il faut avoir une certaine hygiène de vie sur la planification et la mettre à jour constamment. Et en fait, notre travail, ça a été de leur montrer en quoi ils allaient gagner du temps et comment l'outil de Workforce Management allait être comme un compagnon pour eux, un assistant, un outil d'aide à la décision, on l'a dit, mais pas que, quand il faut aller voir la direction pour défendre des ressources supplémentaires, ce genre de choses. C'est aussi un outil pratico-pratique qui, avec des chiffres, va montrer un forecast et dire là on passe pas, on a besoin de ressources supplémentaires. Et donc avec tous ces arguments-là, on a réussi à déployer un peu plus, on a mis un peu plus de temps, mais on a réussi à déployer. Il faut démarrage sur le projet qui n'a pas aidé non plus forcément à l'adhésion au changement, mais dès qu'on change d'outil, de toute façon il y a une adhésion au changement après au niveau des personnes. Et après il y a une charge de travail dans tous les cas par rapport à ça, c'est indéniable, mais elle existait déjà sur Excel et il y a quand même des automatismes après qui se font avec l'outil et c'est quand même un gain de temps derrière. Et puis vraiment vu que c'est interfacé qu'éloquente, il y a vraiment des gains qu'on n'a pas sur un fichier Excel. Et ça c'est indéniable. Okay. Et effectivement, il y a une phase d'accompagnement au changement. Et après, on peut passer à la phase suivante. Enfin, on ne l'a pas encore déployé, mais on réfléchissait à l'intégration au SIRH, ce qui faciliterait encore plus la tâche de nos managers qui n'auraient plus besoin de saisir ni des utilisateurs. Donc, il y a une deuxième phase qui va arriver bientôt. Et donc, cette expérimentation, pour nous, si on doit un peu partager la synthèse de celle-ci, c'est surtout accompagnez vos utilisateurs, surtout définissez ce que vous voulez voir en amont, parce que c'est ça qui fait perdre du temps, et réussir à se projeter sur tout ce que ça peut apporter sur la gestion d'une planification, ne plus subir, mais maîtriser son activité. Ok. Alors le troisième point qu'on avait évoqué pour améliorer l'efficacité, c'est la gestion des compétences. On l'a vu avec Sophie il y a quelques minutes. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les bonnes pratiques? Sur la gestion des compétences, ce qu'on a tout d'abord fait, c'est qu'on a fait on a créé des pools où certains agents en fait prenaient des flux en fonction que d'une ou deux compétences. On a organisé l'activité comme ça et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une déperdition du savoir, c'est-à-dire qu'à force de rester trop longtemps sur les mêmes compétences ou deux, les autres compétences étaient oubliées, à savoir qu'on gère beaucoup de fils d'appel et beaucoup de thématiques différentes parce qu'il y a beaucoup de services à la CCI. Oui, tout à fait. Et puis pour des clients aussi différents, avec des process différents, des outils après de CRM différents, parce qu'au-delà d'Eloquent, les agents utilisent aussi d'autres outils. Et à force de rester sur une ou plusieurs compétences, à la fin il y a une déperdition du savoir. Et là, ça renécessite de devoir reformer, ce qui évidemment, c'est que ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et puis en cas de gestion des plannings, notamment en cas d'absence injustifiée. Et dans ces cas, c'est difficile de se dire, là, j'ai plus personne finalement qui est en capacité de pouvoir gérer les compétences, comment on fait? Et donc là, ce qu'on a fait, on a changé notre fusil d'épaule, c'est que maintenant, tout le monde prend tous les appels. Et après, c'est un niveau de priorisation sur les appels qui se fait. Donc, il y a toujours la notion de pool, mais il y a quand même des appels qui passent, mais en dernier recours. Exactement, pondération, tout à fait. Des compétences majeures et des compétences mineures. Donc, il y a une rotation qui est faite par rapport à ça. Ouais, donc c'est vrai que ça permet comme ça, dans l'application, de dire toi, tu es plutôt sur les créateurs d'entreprise, mais tu es aussi compétent sur tel domaine. Donc en fait, le logiciel va router vers la bonne personne pour que ça soit, selon bien sûr le taux d'occupation, une personne qui soit la plus compétente possible. Exactement.
Ouais, d'accord. Et après, il y a une rotation qui est faite où pendant une semaine, on va plus prendre des appels sur la création d'entreprise et la semaine d'après, ça va plus être sur les formalités d'entreprise, par exemple. Ouais, donc c'est une bonne rotation pour maintenir cette compétence Exactement. égale partout. Oui. Donc je pense qu'on arrive un petit peu à une similarité au niveau des compétences. Est-ce que vous, si on pouvait résumer en une seule phrase, et je demanderais la même chose à Sophie, si on peut résumer en une seule phrase ou en quelques conseils, comment on fait pour améliorer l'efficacité de son centre de contact? Quel est votre retour à Laetitia et Arthur de votre côté? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de tester. Il faut toujours se remettre en question, il ne faut pas rester sur une base qu'on se dit solide. Il faut essayer. Chaque structure a son identité, a ses équipes. Il faut aussi s'adapter aux équipes, ça c'est très très important. Et puis réussir à se dire que on innove. Ça marche, mais pourquoi pas changer, pourquoi pas innover? Pareil, c'est notre force au niveau de notre direction, c'est on fonctionne un peu en mode start-up, donc on teste, ça marche pas, on arrête ou on améliore et on fait ça assez constamment. Et enfin ça on a pu le voir avec la crise du Covid, c'est ce qui nous a permis de nous en sortir parce qu'on est passé plus de 1000 appels par jour, on a dû se réinventer complètement, on a créé un ici à côté à coup de Google Form parce que le CRM actuel et puis il permettait pas de répondre aux besoins et ça on a pu le faire parce qu'on était agile, parce qu'on a pu mettre en place des choses, on a testé, ça marchait pas et tout de suite on a changé. Donc vraiment il faut pas se priver. Pas trop se poser de questions non plus. Des fois, il faut se dire, tout n'est pas réuni, c'est pas grave, on teste, on se lance, on fait un retour d'expérience et on voit comment ça s'est passé. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu une évolution sur la QoS avec tous les principes que vous avez mis en place, la QoS qualité au service, vous avez vu des évolutions, vous avez parlé de 50% Oui. Il y a 2 ans, il y a c'est ça 2 ans et maintenant on est en moyenne à 80%, donc on est plutôt fiers de la progression parce qu'on est parti de loin et pour certains jours quand on atteint les 90, on est encore plus fiers. C'est des belles victoires au quotidien. Alors justement, comment vous faites pour ne pas justement augmenter, je pense que vous êtes comme tout le monde, vous n'avez pas la possibilité d'augmenter le nombre d'agents de manière exponentielle. Comment vous avez d'autres projets en cours pour cette année? Quels sont cette année à venir? C'est quoi en fait vos grands projets? On a parlé ensemble de bots par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses ce sujet-là, c'est quelque chose qui vous paraît une clé pour aller travailler? C'est quoi ces petits pourcentages pour atteindre les 90% de manière un peu plus régulière? C'est vrai que le bot, on y réfléchit ensemble. Encore une fois, on pense beaucoup au confort des agents. Il y a des questions qui reviennent, qui sont à faible valeur ajoutée, où il n'y aura pas forcément d'apport commercial à la fin de l'échange. Et c'est là qu'on se dit, un bot peut peut-être prendre le relais à ce moment-là et leur permettre de passer un peu plus de temps avec des appels, des potentiels clients. Et une phase de découverte client plus importante. Donc ça, c'est un des axes d'amélioration qu'on aimerait mettre en place assez rapidement. Absolument. La préqualification, c'est-à-dire que la personne dans le SVI, un bot lui dit qu'est-ce que vous voulez, il dit sa phrase, ensuite ça s'affiche au conseiller, comme ça le conseiller gagne du temps et moins de découverte de qualifiants. Puis après, la mise en place de self-care directement en ligne pour justement éviter d'avoir des appels à faible valeur ajoutée. Si la réponse peut être donnée directement sur Internet, ça évite de devoir forcément passer un appel aussi. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Sophie, avec la nécessité de dématérialiser quand les process sont simples. Comme on disait, le meilleur appel, c'est celui qui a été traité par le client lui-même, qui a pu trouver sa solution. Et Sophie, pour toi, quel serait en fait le mot-clé ou l'idée que tu voudrais faire passer aux personnes qui veulent améliorer l'efficacité au centre de contact, que ce soit avec ton expérience chez Cominero ou tes expériences précédentes? Alors moi, je vais avoir une réponse CCP, court, clair, précise. J'aurai 3 mots, agilité, proximité et innovation. D'accord. Pareil, je pense qu'il y a des choses à tester. On peut se tromper, mais c'est pas grave, on apprend. Le bot, effectivement, on va s'orienter également, nous aussi, sur une solution pour voir si on peut gagner en productivité sans nuire à l'expérience client, bien sûr. Tout à fait, parce que bot, je pense qu'on a tous aussi essayé. Des fois, on s'arrache les cheveux, donc voilà, on va étudier ça, on va regarder comment ça peut se mettre en place sans nuire à la qualité de la relation, tout en conservant quand même ces téléconseillers, puisqu'on a quand même besoin d'avoir un lien humanisé, entre guillemets, mais effectivement pour des questions qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui prennent plus de temps utile du téléconseiller, autant mettre ça en place.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, à moins que vous ayez un petit mot à rajouter, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse passer à la partie questions-réponses et faire gagner le livre. Alors, Chantal, pour gagner le livre, donc le management de l'insatisfaction client, quelle est la question à laquelle il faut répondre? Alors, la question, je vais changer un petit peu, oui, s'allumer. La question va être la suivante. Au sortir du Covid, combien la CCI a pu constater de nombre d'appels entrants par jour? Oh là, c'est une question dure, là. On va voir si vous avez suivi. Ah. J'en ai une plus facile de rechange au cas où, mais Si vous n'arrivez pas à trouver, on trouvera une plus facile. Alors, on va peut-être prendre la première question-réponse qui est sur le chat. c'est bon, ça répond, ça répond. Alors, j'ai eu quelques questions, mais vous y avez répondu au fur et à mesure. J'en ai une d'Isabelle qui demandait quels KPI utilisez-vous et surtout comment les exploitez-vous? Donc je pense que ça devait être destiné à l'ensemble de nos intervenants. On va peut-être commencer par Sophie, ensuite on demandera à Arthur et puis à Laetitia. On en a déjà un petit peu effectivement parlé. Hein. Les KPI vis-à-vis de son CRC, ce sont la DMC, c'est effectivement la QS, le nombre de demandes qui sont escaladées. Donc ça, c'est quelque chose que l'on monitore effectivement de façon très précise. D'accord. Et côté CCI? C'est les classiques du métier, la qualité de service, la QS. On a aussi la DMT, la durée moyenne de traitement, qu'il faut quand même, il faut la regarder comme le lait sur le feu, parce que de temps en temps, ça peut déborder. La durée moyenne de communication, mais non, on a aussi les enquêtes de satisfaction, bien sûr, qui nous permettent aussi, à froid, d'analyser un peu ce qui s'est passé. La réitération d'appel, qui est très importante aussi. Enfin, c'est une vigie qu'il faut toujours garder en ligne de mire, parce que ça nous permet de voir si on est vraiment on arrive à répondre dès le premier contact. Oui. Et ça... Et après, ça vient de donner justement des différents indicateurs sur la qualité de service, justement avec la réitération d'appel, ou si on regarde que les appelants uniques, et pas toutes les personnes qui peuvent être dessus. Et on parlait tout à l'heure de callback, forcément une personne qui va abandonner dans la file d'attente pour être rappelée, dans la qualité de service, ça ne va pas être pris en compte. Il faut la recalculer aussi avec la campagne de rappel pour voir toutes les personnes qu'on a eues. Donc ça crée aussi d'autres indicateurs après à surveiller. D'accord. Et justement, sur cette satisfaction-là, vous arrivez à croiser la satisfaction avec la durée moyenne de traitement? Est-ce qu'il y a, ou la durée d'attente? Est-ce que vous avez fait comme ça des petits traitements statistiques? Et qu'est-ce que ça vous apporte au niveau du pilotage? Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à activer? Tiens, il faut peut-être qu'on travaille sur tes éléments, tes éléments? En fonction des cas qu'on rencontre, on réajuste. En fait, on fait en sorte d'écouter régulièrement les appels, d'écouter régulièrement les enregistrements sur les enquêtes de satisfaction, parce que ça, c'est quand même un gros plus. Moi, je trouve ça génial de pouvoir donner une note, mais pas que, laisser un message et dire voilà, mon expérience elle a été formidable et voilà pourquoi. Et ça c'est très très riche et là on a pu corriger certaines choses grâce à ça, notamment des paramétrages au tout début, je me souviens, où on proposait l'enquête de satisfaction, mais en fait le client n'avait eu aucune interaction avec nous. Ça c'était pour l'anecdote au début et quand on a lancé le projet. Mais c'est vrai que utiliser ces pépites aussi qualitatives, pas seulement les KPI quantitatifs, etc. Je trouve que c'est aussi apporteur de valeur que d'autres indicateurs. Alors, et justement, comment vous exploitez bien ces verbatims? Parce que c'est pour coacher les conseillers, pour détecter un petit peu parce que vos conseillers sont principalement en interne. Vous, il y a quand même un mix des deux. Comment on fait pour justement essayer de faire monter les conseillers en compétences, les coacher sans frustrer, sans être tout le temps en fait à taper sur leurs doigts et leur dire non mais vous faites aussi bien les choses? Comment on arrive à bien gérer ça? Comment ils font au niveau des équipes pour justement faire des enquêtes de satisfaction, un moteur d'amélioration et pas juste un moteur pour essayer d'identifier les gens qui font pas suffisamment bien. Et il faut aussi récompenser ceux qui font bien leur travail aussi. Donc ça c'est important, pas toujours donner le coup de bâton, mais aussi récompenser ceux qui font bien leur travail, le partager avec ses pairs, diffuser, communiquer, ça c'est le plus important. Et puis quand on identifie
une compétence qui, comme le disait Arthur, commence à s'affaiblir parce que peut-être que la personne n'a pas été assez souvent sur la file pour s'exercer. On ne va pas tout de suite aller voir le conseiller, on va peut-être déjà réfléchir en amont à ce qu'on n'a peut-être pas mis en place pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour assurer une bonne qualité de service. Donc, avant de balancer la patate chaude, il y a toujours un petit temps, comme on le dit dans notre instance hebdo, et dire voilà, quelles actions on prend avant de dire on va peut-être essayer d'améliorer Il y a Martin la posture. qui ne fait pas très bien son boulot, Voilà. il a des mauvaises notes. Exactement. Mais peut-être expliquer pourquoi. Ça se trouve, il n'a pas été formé, il a été absent à un moment. Voilà, faut toujours se poser la question est-ce qu'on lui a donné toutes les chances de pouvoir De faire du mieux qu'il réussir. peut. Et effectivement, l'enquête de satisfaction, ça permet de voir ce qui est bien, de voir ce qui est moins bien. C'est important de le partager parce que le côté humain, c'est vraiment important. Et de leur dire regardez, là, en plus, on a des messages audio qu'on peut partager aux collaborateurs. Et ils entendent un client qui est très satisfait, qui leur dit, parce que certains le disent en direct. Des fois, l'enquête de satisfaction, ça permet de le donner aussi. Et ce qui est bien avec notre enquête de satisfaction, c'est qu'elle permet de faire la différence entre un client qui peut être mécontent par rapport à un service, Ouais. mais qui n'est pas mécontent par rapport à la personne. Et ça, c'est important parce que des fois, on a des réclamations clients comme toute entreprise, je pense, et ça permet vraiment de dire à l'agent, de lui montrer, le client, il n'est pas content, mais ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à sa situation à lui, et il a été très satisfait de ta réception d'appel, comment tu l'as géré. D'accord, oui, il faut bien distinguer la compétence du conseiller et la réponse Exactement. qui parfois peut être négative. Tout à fait. Complètement. Alors Chantal me fait signe qu'on a eu des réponses pour le livre. Alors j'espère que vous étiez vraiment très attentifs. Nos participants suivent. La bonne réponse, c'est effectivement 1000 et ça a été évoqué plusieurs fois par nos intervenants. Et donc le gagnant, celui qui a été le plus rapide cette fois-ci, c'est Thierry Carré. Je pense que ça se prononce comme ça. Donc, tous les gagnants de la journée recevront un petit mail dans la journée de notre part pour leur demander leurs coordonnées. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, Chantal? Alors, On a encore pour rebondir 4 minutes. sur les réponses de nos intervenants, il y a Flora qui demandait comment calculez-vous la réitération? Disposez-vous de cet indicateur directement sur votre outil de téléphonie? C'est une bonne question. Une bonne question. Effectivement. Et c'est pas dans Eloquent directement qu'on le calcule, mais ça va être dans Feedback, interview pour les plus anciens qui utilisent la solution. C'est la solution d'enquête de satisfaction Exactement, et de reporting. tout à fait. Et qui, du coup, récupère les statistiques qui viennent d'Eloquent. Et après, donc, a été monté un tableau de réitération d'appel avec les indicateurs. Et ça permet de voir justement, par campagne, la réitération d'appel. Donc après, il y a un paramétrage qui est fait. On a fait quelques ateliers avec justement vos équipes et on a pu l'avoir. Et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir le regarder parce que on a une activité qui peut être des fois saisonnière sur certains sujets et on va avoir, enfin là, on voit bien la réitération d'appels qui augmente où ce sont les mêmes personnes qui nous rappellent derrière. Et c'est intéressant, après c'est du travail un peu plus de fourmi, mais c'est de recontacter ces personnes-là si jamais elles n'ont pas été, on voit qu'elles n'ont pas été servies. Pourquoi, Exactement, pourquoi elles rappellent, parce que des fois elles n'ont pas réussi à nous joindre, mais des fois elles ont réussi à nous joindre. Mais elles ont une réponse. Mais la réponse n'était pas Plusieurs complète. fois elles ont réussi à nous joindre et la réponse était bonne parfois, et même plusieurs fois bonne, et derrière qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, la profondeur de la réponse. Exactement, et même de voir que finalement que c'est pas forcément de notre fait à nous, c'est qu'après c'est derrière il attendait une réponse d'un service qui n'a pas forcément répondu. D'accord. Donc aller au-delà des chiffres et aller creuser les choses. Exactement. Ouais. Après la réitération d'appel, ça va donner un indicateur d'unicité sur le numéro de téléphone, mais après comprendre pourquoi, ça ensuite Là, il faut exactement travailler de fourmi, écouter les appels, aller dans le CRM, regarder qu'est-ce qui peut se passer, etc. Alors je crois qu'on a le temps de prendre encore une question ou deux. Alors, j'ai Marc. Je pense que ça s'adresse plutôt à Sophie, puisque, hormis la communication du numéro de portable, y a-t-il d'autres erreurs à éviter, selon vous, lors du déploiement d'une solution de téléphonie? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais... Je pense qu'effectivement, il faut aller rapidement pour trouver le moyen de bien gérer ces demandes, puisque effectivement, on génère vite des insatisfactions quand on ne peut pas répondre ni par mail, ni par téléphone. Ça crée des frustrations et après, à gérer, puisque à un moment donné, on a forcément cette demande soit par voix, soit par mail à gérer, et donc c'est très compliqué de recréer une relation de confiance. Donc moi je dirais que voilà, l'erreur à éviter, c'est de prendre trop de temps à trouver une solution. Je pense qu'il faut il faut tracer dès lors que on a un temps compté pour mettre en place
un produit, un nouveau service ou une adhésion comme ça a été le cas pour nous, il faut pas se laisser submerger par des demandes entrantes nombreuses, non traitées, parce que ça crée de la frustration. Donc il faut foncer, anticiper, et donc une solution telle qu'on l'a trouvée avec Eloquent était tout à fait appropriée. Donc la vitesse est importante. Et puis même pour les équipes en interne, c'est hyper important parce que on fatigue vite, on fatigue vite parce que les mails qui arrivent, qui s'incrémentent tous les jours, toutes les heures, c'est frustrant parce qu'on sait que matériellement, on n'aura pas forcément le temps de le traiter puisque en parallèle, il y a tout l'opérationnel aussi à mettre en place. Nous, il fallait mettre en place des webinaires, il fallait mettre en place des guides, des notes. On n'était pas nombreux, donc voilà. Ouais, ça c'est une erreur à ne pas commettre, c'est le temps, vraiment. Ouais, c'est vrai que se concentrer et être focus sur ce qui va apporter de la valeur et prendre un petit peu de temps pour le futur, mais garder du temps pour le personnel, parce qu'on a dit précédemment, le métier d'agent au centre de contact, il est difficile, il est dur, et les gens peuvent partir parce qu'ils en ont marre d'être tout le temps sursollicités. Tout à fait. Alors Chantal, je crois qu'il y a une dernière question qu'on va pouvoir prendre, il est 49, pour qu'on se laisse ensuite un petit peu de temps pour la prochaine session. D'ailleurs, on se verra à 12h pour un second atelier. On parlera toujours de la productivité et de l'efficacité au centre de contact, mais cette fois, on parlera du CRM. Alors, un petit indice pour vous qui êtes dans la salle tout à l'heure, de quelle solution de CRM vous allez nous parler qui va être connectée aux solutions de centre de contact. C'est un indice, Chantal. Chantal me dit qu'on va peut-être trop donner, mais allez-y, je vous laisse faire une... Tu veux dire... Vas-y, je t'en prie. Il faut que je dise le nom du CRM, c'est ça? Ou un indice pour ceux qui voudraient gagner le livre pour la session de 12 heures. C'est dans la même gamme de produits qu'Excel. Voilà. Bravo. Voilà, donc ça sera un indice pour ceux de tout à l'heure. Écoutez bien le nom du CRM. Merci à tous, à moins que Chantal, il y a la dernière question. Il y a une dernière question, si on a le temps et si... Allez, on va la prendre. Répondre rapidement. Ça concerne le callback. Alors, d'expérience, le callback peut faire perdre du temps, car c'est compliqué de joindre les personnes après qu'ils ont tenté un appel. Comment faites-vous les rappels? C'est pas très clair. Ou vous ne faites que laisser un message demandant de rappeler. Voilà. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que des fois on est obligé de rappeler 1, 2, 3 fois la personne. Après, ça c'est un indicateur qu'on se fixe en interne, après qui est aussi paramétrable dans Eloquent avec les classifications, de se dire je me laisse jusqu'à 3 appels et après dans tous les cas on laisse un premier message pour dire on essaie de vous joindre pour rassurer la personne et après si on n'a pas réussi à la voir, on lui demande effectivement de rappeler. Parce qu'à un moment donné, si elle ne rappelle pas, elle ne fait pas l'effort, et tout simplement c'est que son problème n'existe plus, qu'elle est peut-être occupée à autre chose. Ou qu'elle a trouvé sa réponse. On peut poser une question? Oui, bien sûr. Mais du coup, est-ce que vous avez pensé à mettre proposer des slots de rendez-vous? C'est la deuxième étape. C'est ce qu'on aimerait mettre en place, mettre en place effectivement, parce que ça permet en tout cas d'indiquer au client quand vous êtes disponible et on vous rappelle à ce moment-là. Et sans réfléchir à ça, on le fait dans le cadre d'autres opérations. Ça fonctionne bien. Oui. Alors, il y a du no-show. Il y a un taux de no-show qui n'est pas négligeable, qui est environ de 20%. Donc, même en prenant rendez-vous avec le client, on parlait de cet alignement des planètes, il faut lui répondre quand il nous appelle. C'est la priorité. C'est la priorité qu'il faut se fixer. Parce que même le rendez-vous peut ne pas avoir lieu. Après, c'est surtout bête, mais c'est comme... Je pense que tout le monde autour de la table, des fois on a 5 minutes de retard parce qu'on fait autre chose, on ne peut pas décrocher. Ça fait 5 minutes où finalement, qu'est-ce que fait l'agent? Il doit attendre 5 minutes où il passe à autre chose et ce qu'il va rappeler derrière. Et ça, effectivement, dans le cadre de campagne d'appel sortant, on le fait, on place des rendez-vous avec le client et après un conseiller chez nous. Et même parfois, les personnes sont pas disponibles tout de suite à l'heure à laquelle qui était convenue. Mais en tout cas, ça améliore quand même les choses et ça, on réfléchit à le mettre en place. Parce que ça, on l'a vu, par exemple, pour tout ce qui est campagne de prospection commerciale, pour placer des rendez-vous avec nos services, de dire au client, déjà ça fait gagner du temps à la personne derrière qui n'a pas besoin de rappeler le client pour lui dire on se voit quand, on définit une date et ça améliore quand même beaucoup le taux de transformation. Merci pour cette précision. Dernière chose pour la visio, ce qu'on fait, c'est que généralement, quand on a un rendez-vous visio, on envoie un SMS, on envoie un email. Mais c'est vrai que là, c'est pas facile pour un callback qui est fait dans la journée. Mais cet aspect relance omnicanal est vraiment indispensable. Autrement, le rendez-vous, forcément, il va être loupé. Oui. Alors, merci à tous les trois pour cet excellent retour d'expérience et ces bonnes pratiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 5 minutes
Pour le prochain atelier, on va parler des enquêtes de satisfaction et comment transformer la data collectée en pépites et surtout en plan d'action avec la maison du client et la société Virquin. Alors merci à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.